Bon, je remercie beaucoup Delia Cohen. J'aime beaucoup la façon dont tu termines sur, sur la langue, parce qu'en effet, il y a quelque chose dans la fin de ce roman autour du cri, de ce cri inarticulé de Jim Bond, juste le cri, le hurlement, comme si on touchait toute la question, en effet, de l'articulation de la langue. Comme s'il fallait que cette langue, à nouveau, puisse retrouver une articulation. Une articulation de quoi? Une articulation du cri, bien sûr. Il faut que le cri puisse s'articuler pour que la langue devienne la langue. Voilà. Eh bien, l'intérêt et la difficulté, c'est de prendre en compte ces derniers textes qui s'affichent comme un travail d'ensemble. Donc, ils affichent qu'ils ont a priori quelque chose en commun. Et c'est dans cette difficulté même d'entendre ce qu'ils ont en commun que ça fait tout leur intérêt, je trouve. Alors, il y a deux choses qui me paraissent être en commun, plus ou moins, certes, mais enfin, c'est que d'une façon ou d'une autre, ils ont tous témoigné de la difficulté de lecture. Lecture sans repère possible, vous disiez. Faulkner qui met à mal le lecteur. Chaque fois, je ne les retrouve pas tous parce que j'estime que vous avez travaillé ensemble sur ce point-là pour partir de cette difficulté qui est effectivement essentielle et c'est un fil, cette difficulté. Il y a un problème? Ouais. L'autre point commun qui est pas forcément lisible dans tous les textes, mais qu'il me semble entendre comme ayant été partagé d'une certaine façon, c'est qu'une certaine insistance a été mise sur le fait qu'à un certain moment, il y a eu un retournement, qu'il y a quelque chose entre centre et absence, où il y a eu un retournement, ne serait-ce que, et ce n'est pas du tout le seul exemple, de repérer ce demi-tour effectué en jetant un coup d'œil sur tous les objets, c'est-à-dire ce moment à partir duquel, qui a l'air de signifier le moment traumatique, à partir duquel le monde est lisible. Il voit les objets qui étaient son quotidien et il en fait une lecture. Donc ça, il semble que ce mouvement-là ait été repéré, puis chacun s'est débrouillé comme il a pu, mais il me paraît tout à fait important. Excusez-moi, mais d'en prendre 7 d'un coup, c'est beaucoup, comme disait l'autre. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas l'impression. Alors, l'intérêt aussi, c'est de voir comment, au niveau de cette difficulté dont vous témoignez, à partir de ce mouvement de renversement qui permet plus ou moins une lecture, malgré tout, pour chacun d'entre vous, il y a un récit de ce qu'est Sudpen, c'est-à-dire une certaine linéarisation de l'histoire de Sudpen, avec un commentaire, mais une certaine linéarisation qui est tout à fait intéressante, mais qui, de temps en temps, vous fait efface un peu qui pourtant vous a mis à l'œuvre manifestement, c'est ce retournement de situation qui importe pour tout sujet. Bon, pour Benji, effectivement, de retrouver Benji, c'est m'a remis en mémoire que Benji, il y a eu aussi pour lui un changement de nom. Sa mère lui change son nom parce que son premier nom, que j'ai oublié d'ailleurs, était le nom du frère de la mère. Donc, comme il était idiot, ça ne faisait pas l'affaire.
Donc, il y a une façon d'extraire de la filiation l'idiot, pour Benjy comme pour Bond. Vous avez eu plein d'interventions. Je voudrais quand même juste vous poser une question à toutes les 7, puisque le discours de Françoise Decamps, après tout, en fait partie, mais elle ne pourra pas répondre. Une question qui a l'air vraiment toute bête, toute naïve, c'est qu'est-ce qui, d'après vous, et entre vous, fait fil commun? Parce qu'on entend bien les interventions qui tapent le texte en profondeur, qui prennent le texte dans la profondeur. Mais pour ma part, j'ai un petit peu de mal à ressaisir exactement qu'est-ce qui en fait la continuité. Parce qu'il semble que vous ayez fait ce travail ensemble et la présentation en commun, mais j'ai du mal à trouver ce qui est un peu souterrain à ça, c'est le fil qui est commun. Qu'est-ce qui fait leur communauté? Oui, alors, bon, moi j'ai envie de répondre parce qu'on se doutait qu'on nous poserait cette question. Effectivement, c'est pas du tout évident qu'il y ait un fil commun. Mais pour moi, en tout cas, le fil commun, c'est l'endurance de l'amour, comme on en a parlé, ce qui n'est pas un amour sans conflit, mais que ça veut dire justement endurer de souffrir l'autre. Bon, si les questions sont arrêtées là, je voulais quand même faire une remarque, c'est une remarque sur le texte de Jean-Jacques, à propos du texte de Jean-Jacques, que j'ai trouvé tout à fait intéressant et fascinant. C'est à propos de la malencontre. Quand tu parles de la malencontre, c'est un terme très, très important et très fort dans ce texte-là, dans Absalom, puisque tout est malencontre. Tout fonctionne sur ce créneau. C'est des rencontres espérées qui ne fonctionnent pas. Des rencontres qui tombent à côté, qui se distordent, et qui se distordent de façon très borroméenne, c'est vraiment le cas de le dire, où on retombe de mal en pis. D'où le terme de malencontre, il me semble, dans ces difficultés-là. Et en particulier, je trouve que il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé, peut-être dans Absalom, mais je trouvais ça très important que tu ramènes, avec cette précision-là, le premier chapitre. La fin du premier chapitre, à propos de cette malencontre, puisque, si je me souviens bien, c'est Judith qui part à la recherche de sa fille, je crois, non, de son garçon, de son fils, hein, Hélène, je veux dire, Hélène qui part à la recherche de son fils, et elle le trouve donc dans cette grange où il y a ce combat où Sudpen rencontre un à un les nègres, ses esclaves avec lesquels il fait des combats de judo, des combats très très violents d'ailleurs, semble-t-il. Et il rencontre deux personnages dans une malencontre de jouissance. L'un qui pleure, et puis celle que tu n'as pas nommée, mais c'est l'autre, la fille qui, elle, jouit du spectacle. Hein? Ah, je ne l'ai pas entendu, c'est différent. Ouais. Ah, d'accord. Ah, c'est ça, d'accord. Cliti, oui. C'est ça. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est ça, voilà, exactement. La mère ne les trouve pas alors qu'elle regarde, fascinée. Oui. Oui. Bon, c'est une espèce de normalité, mais effectivement, toute la force est donnée là. C'est que la fille jouit de ce spectacle mâle, de ce spectacle de combat d'hommes. Enfin, si on peut appeler ça un spectacle, si on peut appeler ça un combat, si on peut appeler ça des hommes entre eux. Et alors que le garçon ne se reconnaît absolument pas au combien, puisqu'il est là, pleurant, comme si dès le départ, et c'est pour ça que c'est le premier chapitre, dès le départ, comme si, dès l'entrée, il y avait une sorte de retournement, de bascule dans les sexes, en tout cas, dans la valence habituelle des sexes. Immédiatement, la valence est faite. Bon, je trouve que c'est une remarque très pertinente sur laquelle on va peut-être s'arrêter. Et je vais passer la parole à Jacqueline qui va nous faire une petite conclusion. Voilà.
Ouais. Alors, en conclusion, quand on parle d'une fin de l'affaire comme drame absolu, ça rend prudent. Il y a, dans tout ce qui s'est dit, j'étais très attentive au fait que il s'agissait de se soutenir de ce texte, hein, de s'en sentir soutenu malgré ou à cause de cette difficulté. Et qu'après tout, il n'était pas forcément nécessaire de se soutenir de références culturelles, lacaniennes ou autres. Pas forcément, mais quelquefois c'était bienvenu. Hein. Malgré tout, il y a quelque chose qui est un coup de théâtre, un retournement, un renversement dans cette affaire qui est tellement magistral qu'il passe radicalement inaperçu. C'est-à-dire que du côté de la page 300, pas exactement, hein, tout d'un coup, et seulement à partir de ce moment-là, Quentin raconte que le père, que Suppen et Charles Bon et son fils, raconte l'histoire telle comme on la croit. Et Schreve lui dit, mais d'où ça vient ça? Ton père ne savait pas tout ça, il t'a dit simplement que c'était la femme Octavone. Et Quentin dit à Schreve, c'est moi qui le lui ai dit. C'est-à-dire que c'est Quentin qui livre à son père l'hypothèse que Charles Bones est son fils et la suite des événements. Cette hypothèse, il la livre à son père. Et Quentin nous la ressort en disant « Et mon père a dit », autrement dit, ça se passe comme si, ayant dit ça à son père, le père reprend à son compte cette histoire et dit « ça s'est passé comme ça ». Non seulement le père, mais Quentin fait dire « et grand-père a dit que Charles Bonne était… » C'est-à-dire un envahissement de cette hypothèse, qui n'est qu'une hypothèse de Schreve, hein, dans son identité avec Henri, son envahissement rétroactif sur tous les éléments, tous les êtres qui habitent cette histoire. Jusque-là, ça n'était pas ça. Hein. C'est une hypothèse qui est reprise en compte comme une certitude, au point que tous les lecteurs, on est envahis nous aussi par ça, on lit l'affaire d'une façon linéaire, en oubliant que c'est une création de Quentin dans son identification aux positions incestueuses qu'il prête, hein, à Henri et à Charles Bonne. Ça, c'est une des plus magistrales créations que j'ai jamais lues. Hein. D'autant qu'on l'a vu tout au long de ces jours, tout ça a été commenté, mais pas sans être pris les uns après les autres, comme je le suis moi-même, dans la linéarité de l'histoire, comme si elle était réelle et pas une hypothèse nécessaire qu'a créé Quentin. Donc ça, incroyable. Et que quand vous avez témoigné tous la difficulté de cette lecture, c'était ça le plus intéressant. Je crois que chacun a été attentif à cette difficulté parce qu'il y a cette difficulté-là absolument intenable. Hein. Il y a cet après-coup, les choses ne valent, cette relecture de tout à partir de ce retournement. Hein. Il a fait demi-tour et il a relu tout. Il y a dans le texte un truc, la coupure rétroactive du cours des événements. C'est pas Lacan, c'est William Faulkner. La coupure rétroactive du cours des événements. Et il n'arrête pas dès lors de faire toutes ces formations d'après-coup pour dire que les choses sont. C'est magistral. Moi, ça anticipe la psychanalyse comme jamais. Voilà. Et juste un petit truc, parce que je trouve ça très bien. Pour nous soutenir dans nos difficultés à prendre la parole, par exemple, à propos de la guerre, Charles, excusez-moi, je l'ai noté, Charles et Henri n'étaient pas les premiers jeunes gens à croire que la guerre avait lieu dans le seul but de régler les embarras de la jeunesse. Hein. Dire que lorsqu'il y a une difficulté difficile à affronter, la prise de parole, par exemple, au hasard, hein, qui n'a pas rêvé qu'il se passerait un truc incroyable qui me dispenserait? Salut.
Bon, donc on va terminer là-dessus. Je voudrais surtout beaucoup remercier infiniment les participants, tous les participants, assistants ou non, tous les participants à cette journée et demie qui a été assez longue et difficile. Mais j'ai l'impression que vous en avez tous autant tiré que moi beaucoup d'intérêt, beaucoup de bénéfices. L'amour de ce texte, vous êtes déjà des amoureux des textes, mais de ce texte particulièrement qui n'est pas facile, qui est loin d'être facile. Et ça, je vous en remercie. Et je vous remercie aussi de m'avoir accompagné dans ce chemin de travail que j'ai repris. Et je suis très, très content, très fier. Et j'espère, je ne sais pas si je continuerai, mais en tout cas, on se calme, on se détend. Je ne sais plus ce que je veux dire. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Ça me fait très, très chaud au cœur de savoir que vous êtes là autour de moi, comme moi, je suis autour de vous. Je voudrais aussi remercier monsieur le caméraman. Et ça, s'il vous plaît, voilà, qui a patiemment attendu sans comprendre un seul mot, ou presque, de ce qu'on était en train de raconter. Peut-être bien. En tout cas, je le remercie infiniment de son travail. Je remercie aussi Jean-Jacques et Fulvia. Je ne sais pas si elle est là, Fulvia. Bien sûr, elle est là. Oui, et quoi pour l'organisation de ces journées. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. C'est difficile de trouver des sous comme de trouver des lieux. Et le résultat a été largement au-delà de ce qu'on pouvait attendre. Je crois quand même on peut les remercier aussi de cet endroit magnifique. Attendez, j'ai pas fini. Et j'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Ensuite, ça c'est un remerciement, c'est beaucoup plus personnel et intime. Je voudrais remercier Alexandra Berguigno, bien sûr, pour le lieu, bien entendu pour le lieu, mais surtout pour l'accompagnement qu'elle a fait avec moi et l'accompagnement qu'elle m'a permis de soutenir de ce travail et pour le mener jusqu'à son terme. Alexandra, moi je t'embrasse et je te remercie particulièrement.